À vous la parole, docteur Ilyes. السلام عليكم جميعا. عيد الاستقلال 5 جويلية 2023. أتقدم إليكم بأحر التهاني وأيضا بمناسبة العيد المبارك. أيضا عيدكم مبارك للجميع وكل عام وأنتم بخير. أتشرف اليوم باستقبال الأستاذ حفيظ أوراق لمحاضرة ذات أهمية في هذا الوقت حول عالم الكم، وهل عالمنا هو عالم كم أم لا. Bonsoir à tous, bienvenue. Ravi de vous accueillir en ce jour de fête nationale algérienne du 5 juillet, jour de l'indépendance. Également, je vous souhaite mes meilleurs vœux à l'occasion de l'Aïd al-Adha, qui est une fête abrahamique qui concerne les trois religions monothéistes. Donc, meilleurs vœux. Et je suis ravi d'accueillir ce soir professeur Hafid Awraq, éminent professeur et que j'apprécie personnellement sur plusieurs plans, hein, que ce soit sur le plan humain, scientifique, quantique et bien plus. Donc, la conférence d'aujourd'hui, c'est Notre vie, notre monde sont-ils quantiques? Donc, première partie, donc ça nous permet d'avoir une seconde partie, comme le titre l'indique. Voilà, donc j'invite le professeur Hafid Awraq d'abord de se présenter, puis de présenter sa conférence. Donc, merci à tous les participants d'être présents. Ravi de vous accueillir et de reprendre nos activités. Après l'expérience portugaise, ben aujourd'hui, voilà, on revient au classique et bienvenue à tous. Merci, merci professeur Barley, merci Maha. Donc, en ce jour du 5 juillet, notre fête d'indépendance, gloire à nos martyrs. Donc, j'ai voulu que cette conférence soit un peu une introduction dans la première partie à la physique quantique. D'abord, qu'est-ce que nous entendons par le quantique et comment on va appréhender les choses à partir de cette nouvelle façon de faire la physique de façon générale. Alors, il faut se dire que la mécanique quantique est quelque chose d'assez spécial. Ça paraît bizarre en premier lieu, donc vous allez tous vous demander comment se fait-il que c'est ainsi. Mais tout le monde, a priori, se demande est-ce que la mécanique quantique est réellement réelle. Et donc, mais en fait, la mécanique quantique est un aspect assez complexe, assez, je dirais, intriqué par rapport à toutes les informations que nous avons sur la physique, mais qui paraît aujourd'hui être avant-gardiste pour comprendre notre monde et comprendre notre vie. Parce qu'en fait, la première question que nous nous posons, est-ce que notre existence a un sens dans ce monde? C'est la première question que nous nous posons. Est-ce que notre existence a un sens dans le monde? Pourquoi nous existons? Pourquoi nous faisons partie de ce monde? Quelles sont les relations qui lient toute cette population de ce monde et comment interagit cette population avec ce monde-là dans lequel nous sommes aujourd'hui? Donc, il y a un aspect de corrélation entre l'environnement, l'être et l'univers. Nous faisons partie d'un univers. Et donc, si nous faisons partie de cet univers, la deuxième question que nous nous posons, pourquoi il y a quelque chose, alors pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question que nous nous posons aussi, est-ce que notre monde est une réalité ou est-ce que c'est justement juste une illusion? Est-ce que tout ce qui nous entoure est réel ou est-ce que c'est juste une illusion de notre conscience ou de notre subconscient? Parce qu'en fait, nous allons voir plus tard que la mécanique quantique est un aspect important pour comprendre la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience?
la conscience est réellement quantique en fait. Nous le verrons en deuxième partie. La deuxième chose qui nous paraît aussi important pour discuter aujourd'hui, est-ce que la mécanique quantique nous permet de comprendre des choses qui étaient inexpliquées auparavant et qui nous permettra peut-être d'élucider beaucoup de choses. Pour cela, cette année 2022, l'année passée, le prix Nobel de physique a été donné à 3 physiciens pour leur contribution à démontrer la réalité de la mécanique quantique. C'est-à-dire la mécanique quantique est une théorie qui se basait sur des équations. C'est devenu aujourd'hui une réalité puisqu'on l'a démontré par des expérimentations. Et parmi eux, Alain Aspect, physicien français, qui a eu dans le prix Nobel pour justement un aspect de la mécanique quantique. La mécanique quantique fait partie aujourd'hui de notre vie. Pourquoi? Parce que la mécanique quantique aujourd'hui est devenue une réalité où la technologie aujourd'hui se développe de plus en plus sur des aspects de la mécanique quantique. Et l'une des choses les plus remarquables de cette avancée technologique, ce sont les ordinateurs quantiques. Aujourd'hui, la mécanique quantique nous permet de développer des ordinateurs quantiques qui vont révolutionner le monde. Nous en parlerons dans la deuxième partie. Mais avant cela, d'abord, mettons en place tous ensemble les bases de la mécanique quantique pour que chacun puisse comprendre par la suite, quand je vais développer les aspects les plus importants qui sont les phénomènes et la technologie, il est important de comprendre les bases de la mécanique quantique pour pouvoir aller plus loin. Tout d'abord, la mécanique quantique, nous allons commencer par le début. Par le début, c'est-à-dire les Grecs et Démocrite en premier, qui le premier a introduit la notion d'atome. L'atome, dans sa conception, ce n'est pas la conception de l'atome que nous connaissons aujourd'hui, mais Démocrite a dit que ce monde est constitué d'une brique élémentaire et que cette brique élémentaire, superposée l'une sur l'autre, nous donne tous les objets qui nous entourent et tout l'univers qui nous entoure. Donc, c'est l'unité de base de ce monde-là. Donc, Démocrite a introduit cette unité de base indivisible par rapport à lui, à l'époque, d'accord, qui constitue ce monde-là. Et donc, c'est la notion d'atome. Mais à cette époque-là, c'est-à-dire pour Démocrite, c'était la chose la plus petite qui puisse exister. Mais nous le savons tous que les briques élémentaires de cet univers ne sont pas les atomes, c'est encore plus petit que les atomes. Et donc voilà la première idée, c'est-à-dire qui va nous permettre, parce que la mécanique quantique s'intéresse beaucoup aux atomes, et donc je voulais donner toute cette définition de l'atome ainsi. Alors, ce monde dans lequel nous vivons, il est constitué de 3 grandes choses, en fait, de 3 grands agglomérats. Vous avez le monde macroscopique, le monde dans lequel nous vivons, que nous observons, que nous pouvons observer grâce à nos sens. Nos sens nous permettent d'appréhender ce monde. Nos sens nous permettent de voir ce qui nous entoure. Nos sens sont importants pour définir les choses, pour observer les choses. Donc ce monde observable par nos sens, c'est le monde macroscopique, ce que nous pouvons voir. Et puis il y a le monde qui est le monde lointain, cet univers, les galaxies, les étoiles, les planètes, les choses que nous ne pouvons pas voir, mais que nous pouvons voir par des instruments. C'est les instruments qui nous permettent de voir un monde qui était caché par rapport à nos sens, que nos sens ne nous permettaient pas de voir, mais que les instruments peuvent nous voir, c'est-à-dire l'infiniment grand. Cet infiniment grand, cet univers infiniment grand, c'est un autre monde. C'est ce monde c'est un monde que nous ne pouvons pas sur. Et puis un autre monde, d'accord, qui est caché aussi, qui est l'infiniment. Est-ce que Petit. L'infiniment petit que nos sens ne peuvent
pas accéder à cet infiniment microscope. C'est infiniment petit, d'accord? C'est infiniment petit dans lequel, dans lequel nous vivons aussi, mais que nous ne pouvons pas observer, c'est cet aspect-là. Alors, la physique, de façon générale, s'intéresse à l'infiniment grand, à l'infiniment petit et au monde macroscopique. Alors, chaque monde a sa physique. Chaque monde a sa physique. Il ne faut pas oublier, chaque monde a sa physique. Le monde macroscopique et le monde lointain a sa physique pour le comprendre, pour l'appréhender, pour l'observer, pour le définir. Et le monde microscopique a aussi sa physique qui le permet de le. Je pense qu'il y a un problème de connexion, c'est ça? Oui, il y a des coupures chez le professeur Avrag. Je pense que sa connexion est un peu faible. OK, donc on essaye. Macroscopique et le monde, galaxie, pour comprendre cet univers développé par Einstein, c'est la relativité restreinte et la relativité générale. Donc voilà, la physique qui s'occupe du monde macroscopique et du monde macroscopique donc de façon générale et de l'infiniment grand, c'est la physique classique ou la relativité de façon générale. Mais est-ce que cette physique que nous connaissons tous dans notre monde macroscopique, que nous observons tous les jours, est-elle applicable au monde microscopique, au monde de l'infiniment petit? Le monde de l'infiniment petit ne peut pas être décrit par cette physique. Il fallait une autre physique pour comprendre cet infiniment petit. Et pour comprendre cet infiniment petit, parce que les phénomènes qui se développent dans l'infiniment petit ne sont pas les mêmes phénomènes qui se développent à l'échelle macroscopique. Donc, il fallait introduire une nouvelle physique. Et c'est ce qui a été développé, c'est la mécanique quantique. Donc, la mécanique quantique s'intéresse en premier lieu à l'infiniment petit. Nous, n'oubliez pas. Et donc, quand vous regardez ici, c'est-à-dire que nous sommes à l'échelle de ce petit chien. C'est ça, c'est notre dimension, d'accord, de façon générale. Et puis, vous avez donc les télescopes, les radars qui vous permettent d'observer cet univers. Et puis, vous avez l'infiniment petit, c'est-à-dire qu'à l'échelle, ce que nous posons à l'échelle du nanométrique, d'accord. L'échelle du nanométrique, c'est-à-dire c'est à peu près 10, nous sommes à l'échelle de 10-20 mètres. Regardez, 10-20 mètres, une échelle de 10-20 mètres. Et cela, il y a aussi des instruments pour pouvoir voir cet infiniment petit. Et la technologie se développe de plus en plus, et nous allons et nous entrons de plus en plus dans l'infini, dans l'infiniment petit. Et donc, la mécanique quantique s'intéresse à cet infiniment petit. Mais aujourd'hui, la mécanique quantique qui s'intéressait au début du XXe siècle à l'infiniment petit et qui était essentiellement applicable à l'infiniment petit, est aujourd'hui devenue une réalité. Elle commence à être utilisée dans le monde macroscopique, dans le monde dans lequel nous vivons, dans lequel nous ressentons, le monde que nous observons. Donc la mécanique quantique passe maintenant d'un monde de l'infiniment petit à un monde de plus en plus réel. Un monde qui nous paraissait une illusion est devenu une réalité et nous allons le comprendre peut-être dans la deuxième partie, pourquoi la mécanique quantique est devenue une réalité dans le monde réel. Voilà, pour vous distinguer donc les deux aspects. Donc, c'est-à-dire que nous avons d'un côté tout ce qui, je dirais, l'école que nous appelons l'école de Berlin, parce que l'école de Berlin, dont le leader était Einstein, c'est elle qui était infiniment, je dirais, infiniment impliquée dans la physique classique et dans la relativité. C'est l'école d'Einstein. Et puis, vous avez l'école de Copenhague, dont le leader est Niels Bohr, d'accord? C'est elle qui était donc la plus confrontée au monde quantique. Donc, vous avez d'un côté l'école déterministe, c'est-à-dire basée sur le déterminisme, je crois ce que je vois, d'accord? Et puis, vous avez l'école probabiliste, l'école indéterministe, qui
dit que je peux croire ce que je ne peux pas voir. Et donc, vous avez donc la confrontation de deux grandes écoles, l'école qui est fortement liée au déterminisme et l'école qui est fortement liée à l'indéterminisme, c'est-à-dire le probabiliste. Et donc, il y a eu toujours cette querelle en ces grands savants qui dépendaient des deux écoles, d'accord? Et c'est justement cette querelle qui a fait que la science se développe. La science sans la critique, la science sans la confrontation de pensée et d'idées ne peut pas se développer. Et c'est ainsi que la mécanique quantique s'est développée de plus en plus. Donc voilà, nous sommes dans cet aspect de deux écoles qui se manifestent pour que chacun, disons, défend sa chapelle. Alors, tout d'abord, le monde dans lequel nous vivons, d'accord, tous ces objets qui nous entourent, tous ces objets dans lesquels nous baignons dans cet environnement, sont de deux types. Soit c'est des corpuscules, soit c'est des corps solides que nous touchons, d'accord, que nous appelons des particules. Donc, ce sont des particules solides, d'accord, ce sont des objets tels que nous. Donc, nous sommes constitués de quelque chose de solide que nous observons, d'accord. Alors, tels qu'une balle, une voiture, un homme, un chien, d'accord, ce sont des objets solides. Alors, qu'est-ce qui définit un objet? Comment vous allez définir un objet? Un objet, c'est celle-là, d'accord, une bouteille que vous avez entre les mains, d'accord. Je la définis par sa position. Donc, je la définis dans un espace, elle est définie dans un espace, d'accord. À ce moment, elle est là, et à un autre moment, elle est là. Ça veut dire que cette bouteille, je la définis par rapport à un espace et par rapport à un temps, d'accord. À un moment, elle était là, et après un autre instant, elle est dans un autre endroit. Donc, tout objet, d'accord, est localisable, d'accord, dans l'espace et dans le temps. Donc, ça, c'est une particule. Quand il s'agit de particules, d'accord, elle peut être localisée dans l'espace et à chaque instant, dans le temps. Une particule, elle peut être au repos, elle peut bouger, ou je peux l'accélérer d'un coup, passer d'une vitesse à une autre grande vitesse en un instant très petit. Donc, tous les objets, d'accord, peuvent être au repos, ils peuvent être en mouvement, ou ils peuvent être en situation d'accélération. Comme dans une voiture, vous allez accélérer pour pouvoir avancer plus vite. Donc, une balle que vous laissez tomber, d'accord, en chute libre, ça veut dire que tous les objets sont soumis à quoi? Ils sont soumis, d'accord, à la gravitation. Tous les objets sont soumis à la gravitation. Ça veut dire que tous les objets, si je les lâche, ils tombent, d'accord, vers le centre de la Terre, parce qu'ils sont soumis à la gravitation, d'accord, parce qu'ils possèdent une masse, d'accord. Et tout objet qui possède une masse est soumis à la gravitation. Parce qu'en fait, la gravitation, nous le verrons peut-être plus tard, c'est dû à la courbure de l'espace-temps. Ça, c'est une particule, d'accord? Donc le monde est fait d'objets, donc de particules. Et puis la deuxième chose, ce monde est fait aussi d'ondes, de vibrations, d'accord? Les ondulations, les vagues sur une mer, les ondes sonores que vous appelez, les ondes sonores que vous entendez, les ondes radio, d'accord? Tout ça, c'est des ondes. Les ondes électromagnétiques, de façon générale, d'accord? Ce sont des ondes, d'accord? Donc, une onde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas localisée dans l'espace et dans le temps, contrairement à une particule. Elle est délocalisée. Une onde est délocalisée, vous pouvez la trouver à n'importe quelle position dans l'espace. Quand vous envoyez une vague, quand vous voyez, elle se déplace, d'accord? Cette vague se déplace. Donc, vous ne pouvez pas définir une position par rapport à cela. Mais, d'accord, je peux définir une direction de mouvement, d'accord? Une vitesse avec laquelle se propage une onde dans cet espace, d'accord? Et ça, c'est une définition. Donc, ça veut dire qu'une onde, je la définis par quoi? Par une longueur d'onde, d'accord? Par une fréquence, d'accord? Je la définis par une longueur d'onde, par une fréquence et par une énergie. Donc, toutes les ondes sont définies par une longueur d'onde, par une fréquence et par une énergie, alors qu'un objet est défini par sa masse en premier lieu, d'accord? Par sa masse et fondamentalement par sa masse. Donc, vous voyez, donc, vous avez d'un côté, ce monde est fait soit de particules, soit il est fait d'ondes. Donc, avant l'avènement de la mécanique quantique,
avant, je dis l'avènement de la mécanique quantique, tous les objets sont soit des particules, soit des ondes. D'accord? Rappelez-vous ça. Tout ce qui est autour de nous, d'accord, le monde dans lequel nous baignons, est constitué soit de particules, soit d'ondes. Mais il ne peut pas être les deux à la fois. Rappelez-vous ça. Il ne peut pas être les deux à la fois. Un objet ne peut pas être à la fois onde et particule. Avant l'avènement de la mécanique quantique. D'accord? Donc, voilà la chose la plus fondamentale. N'oubliez pas, particules, ondes, parce que tout ce que nous allons parler par la suite, ce sera de particules et d'ondes. Nous allons parler que de particules et de d'ondes. Alors, quelle est la différence, d'accord, d'une particule et d'une onde en termes de comportement? Comment va se comporter une particule et comment va se comporter une onde dans ce monde dans lequel nous vivons? Supposons qu'une particule rencontre une particule, qu'une particule rentre en collision avec une autre particule. Cet objet rentre en collision avec un autre objet, d'accord? La première des choses, c'est que l'objet ne peut pas traverser un autre objet. Rappelez-vous ça, un objet ne peut pas traverser un autre objet. C'est soit il le frappe et il change de direction, d'accord? Soit il le frappe et il se casse en plusieurs morceaux. D'accord? Lors d'une collision, vous avez soit, d'accord, les objets, donc il y a une collision et donc ils rebondissent, l'un rebondit par rapport à l'autre. On dit qu'il y a une quantité de mouvement, d'accord? Il y a conservation de la quantité de mouvement. Soit, d'accord, la vitesse est tellement importante, quand il frappe un autre objet, il se casse en plusieurs morceaux. Donc, la propriété d'un objet, quand il rentre en collision avec une particule, quand elle rentre en collision avec une autre particule, soit elle rebondit, soit elle se casse. N'oubliez pas ça. Ça, c'est le comportement d'une particule. D'un autre côté, par contre, une onde peut traverser une autre onde. Quand vous avez une onde d'une vague qui vient de ce côté, vous envoyez une autre vague de l'autre côté, elles peuvent, d'accord, l'une traverser l'autre et continuer leur chemin, d'accord? Donc, quand une onde rencontre une autre onde, soit elle l'annule, d'accord, si elles sont donc de même énergie et de même fréquence, soit elle l'amplifie, d'accord? Ça veut dire qu'elles vont dans le même sens, et si elles vont dans le même sens, elles vont s'additionner, d'accord? Donc, et c'est ce que nous appelons, d'accord, un phénomène d'interférence qui se produit, d'accord? Une onde, quand il rencontre une autre onde, il y a un phénomène d'interférence, d'accord? Mais après un moment, quand elles se rencontrent, elles reviennent à leur forme initiale. Donc, une onde, n'oubliez pas, une onde peut traverser une autre onde, mais une particule ne peut pas traverser une autre particule. Rappelez-vous ça. Une onde peut traverser une onde, mais une particule ne peut pas traverser une autre particule. Donc voilà, donc ce sont deux comportements complètement différents d'une particule et d'une onde. Alors, donc si je résume de façon générale, donc j'ai d'un côté les ondes et de l'autre côté des particules. Donc je dirais qu'une onde diffuse dans tout l'espace et le temps. Qu'est-ce que ça veut dire, diffuse? Ça veut dire que contrairement à une particule, elle est localisée en un point. Mais une onde, je ne peux pas la localiser en un point. Elle est délocalisée. Elle se propage dans tout l'espace et dans le temps. D'accord? Elle se propage. Quand vous envoyez une onde sonore, vous pouvez être à 10 mètres, vous entendez, à 20 mètres, vous l'entendez à 30 mètres, jusqu'à un moment où vous ne pouvez plus entendre parce que ce sont vos sens, votre ouïe qui ne permet pas de pouvoir à entendre cette onde-là, entre ce son. Donc, ça veut dire qu'une onde diffuse dans l'espace et le temps. Elles peuvent se superposer et créer des interférences. N'oubliez pas ça. Une onde diffuse dans l'espace et dans le temps. Elles peuvent se superposer et créer des interférences. Par contre, une particule, elle est localisable dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire, à chaque instant T, je peux savoir sa position et sa vitesse. À chaque instant T,
je peux définir sa position et sa vitesse. D'accord? Et ils ne peuvent pas se superposer comme les ondes. Voilà. Voilà, je conclus par rapport à cela. Donc, rappelez-vous, ondes, particules, et nous sommes à cet instant-là. Parfait. Donc maintenant, quelle est la physique qui va s'intéresser aux particules et aux ondes en même temps? Donc, ça veut dire que ce monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous interagissons, d'accord, est un monde, d'accord, je dirais, que nous pouvons décrire par rapport à une physique. Et cette physique, d'accord, elle est soit classique, soit relativiste. Classique ou relativiste, comment je peux faire la différence entre un événement classique et un événement relativiste? C'est par rapport à la vitesse. Plus la vitesse devient de plus en plus importante, de plus en plus grande, d'accord, la physique classique ne peut pas définir cet objet ou l'état de ce système. Je peux parler de l'état de ce système, l'état de cette particule. Et donc, je suis obligé d'introduire une autre physique, c'est la physique relativiste. Ça veut dire que la vitesse, c'est la physique dont la vitesse s'approche de la vitesse de la lumière. Donc, plus les objets ont des vitesses très grandes, plus je vais interagir avec ceci. Donc, comment je dois décrire un monde? Donc, vous, comment vous allez décrire un monde? Comment vous allez décrire votre environnement? La première des choses, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez observer. C'est l'observation, c'est vos yeux qui vont vous définir donc les objets qui vous entourent. Donc, vous allez définir chaque objet qui vous entoure, la première des choses. Et donc, vous allez isoler chaque objet. Donc, par exemple, chez moi, vous avez cette bouteille qui est autour de moi, cette petite boîte, mon tricot, mes yeux, ma face, mes oreilles. Donc, ça veut dire que vous allez isoler les objets de votre environnement. Une fois que vous allez isoler votre objet, parce que ces objets sont différents l'un par rapport à l'autre, donc ils ne peuvent pas avoir les mêmes propriétés. S'ils ne peuvent pas avoir les mêmes propriétés, je dois mesurer ces propriétés. Et donc, je dois utiliser des instruments. Donc, ça veut dire que j'observe, j'isole et je fais de la mesure. La mesure, c'est la mesure qui va vous permettre d'identifier les objets, d'identifier la masse d'un objet, d'identifier la vitesse d'un objet, l'accélération d'un objet, la pression d'un lieu, etc. Et donc, par rapport à tout ça, donc vous allez définir, donc c'est ce que j'appelle des propriétés d'un objet. Donc les propriétés, ça peut être son énergie, ça peut être sa vitesse, ça peut être sa masse, ça peut être sa pression, etc. Donc je dirais l'état d'un système. Et c'est le système tout. Le système est fait d'un ensemble d'objets. Et donc cet ensemble d'objets, je voudrais vous donner un état de cet objet. Alors, donc dans le monde macroscopique, dans ce monde dans lequel l'observation est fondamentale par rapport à vous, qui vous permet de mesurer les choses, d'accord? C'est ce que je suis dans le monde des certitudes. Ça veut dire que si je regarde cette bouteille, c'est avec certitude que je dis c'est une bouteille, d'accord? Il n'y a pas d'incertitude. Donc, tous les objets que vous allez voir, c'est avec certitude que vous allez les définir. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une bouteille ressemblera toujours à une bouteille. Donc, vous aurez la même réponse à la même question, quel que soit l'espace et quel que soit le lieu. Ça veut dire que si vous allez refaire la même expérience, dans les mêmes conditions, vous allez trouver le même résultat. N'oubliez pas ça. Si vous allez faire la même expérience, dans les mêmes conditions, vous allez avoir les mêmes résultats. Que vous soyez au Brésil, que vous soyez en Algérie, si vous faites la même expérience, dans les mêmes conditions, vous allez obtenir le même résultat. C'est la certitude. Deuxième des choses, je dis la répétabilité. Ça veut dire quand vous faites une expérience aujourd'hui, je vous donne un exemple. Vous avez fait par exemple des travaux pratiques dans le lycée ou n'importe où. C'est les mêmes travaux pratiques qui ont été faits par des générations bien avant vous et qui vont être faites par des générations après vous. C'est les mêmes TP qui se feront et ils obtiendront toujours les mêmes résultats. C'est la répétabilité, d'accord, de l'expérience. Donc, ça veut dire que personne
Ça veut dire que cette bouteille, elle existera toujours ici, sur ma table, même si je la regarde ou je ne la regarde pas, elle est toujours posée sur la table. Si vous allez poser une bouteille ou une assiette sur une table, d'accord, même si vous n'êtes pas là, l'assiette sera toujours sur la table. L'existence de l'objet sera toujours là avec certitude. Nous n'oubliez pas, parce que ça va être différent par la suite. Un objet, d'accord, existe même si je ne le regarde pas. Ne l'oubliez pas, l'objet existe même si je ne le regarde pas. D'accord? C'est la certitude. Le monde macroscopique ou le monde donc, de l'infiniment grand, tout ce que je vais l'observer avec certitude. Donc la notion de certitude, n'oubliez pas. Donc jusqu'à présent, le monde que nous connaissons tous, d'accord, il est à la fois réaliste, c'est-à-dire que la réalité est objective. Elle ne dépend pas d'une mesure et d'un observable. C'est-à-dire que cette lune que vous regardez, vous ici, ou la lune que regardera une autre personne à Alger, ou la lune qui regardera une autre personne à Annaba, d'accord, elle sera toujours là, la lune. Donc, elle ne dépend pas de l'observateur. Deuxièmement, la mesure, comme je dis, je le rappelle, donc elle sera toujours la même si je la répète dans les mêmes conditions. Donc, nous sommes dans un monde réaliste. La deuxième chose, nous sommes dans un monde déterministe. Ça veut dire qu'à chaque cause, il y a un effet. Donc, nous sommes dans un phénomène de causalité. Il n'y a pas d'effet s'il n'y a pas de cause. Donc, nous sommes dans une réalité causale. Donc, il n'y a pas d'effet s'il n'y a pas de cause. C'est d'accord? Donc, et ça, nous sommes dans le déterminisme. Donc, jusqu'à présent, vous êtes toujours dans ce monde, d'accord, qui, par vous, est réaliste et déterministe. Donc, vous êtes, jusqu'à présent, dans un monde réaliste et déterministe. Ne l'oubliez pas, d'accord? Mais est venu la fin des certitudes, le temps de la fin des certitudes. Nous étions tellement certains, tellement sûrs de nous, que nous croyons que ce que nous voyons, nous croyons que ce que nous touchons, nous croyons que ce que nous sentons, d'accord, avec certitude. Pour nous, le chaud est chaud et le froid est froid, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire le chaud? Qu'est-ce que ça veut dire le froid? Ah ben, le froid, c'est l'absence du chaud, je peux le dire comme ça, hein? Pas le définir. Quelle est la différence entre l'obscurité et la lumière? Je dirais que l'obscurité est l'absence de la lumière. Je peux le voir ainsi, d'accord? Mais chacun va le percevoir à sa façon. Donc, ça veut dire que ce temps des certitudes, il y a un très grand livre qui a été écrit par un prix Nobel de chimie qui s'appelle Ilya Prigogine, d'accord? Prix Nobel de chimie. Ilya Prigogine a écrit un livre qui s'appelle La fin des certitudes. Il faut le lire parce que Ilya Prigogine, prix Nobel de chimie, a introduit donc cette révolution, d'accord, ce décalage entre nos certitudes et est venu le temps de la fin des certitudes. Donc le monde est vu autrement. Aujourd'hui, le monde est vu autrement. Le monde est vu autrement. Donc, ça veut dire pourquoi? Parce que la science, de façon générale, a évolué par deux approches différentes. Soit par une approche ontologique, soit par une approche législative. Ça veut dire qu'il y a une théorie, et nous découvrons autre chose, et nous disons, est-ce que cette théorie peut être applicable à cette autre chose? Et elle s'applique. Donc, nous sommes dans l'ontologique. Et puis, il y a des choses nouvelles que la physique ou la science qui existent ne peuvent pas les expliquer. Donc, il faut légiférer. Et légiférer, ça veut dire qu'il faut apporter une nouvelle théorie. Parce que la théorie qui était avant ne permet pas d'expliquer ces nouveaux phénomènes. Donc, on légifère. Donc, et on légifère
en Inde. Et donc ici, pour légiférer, pour comprendre ce qui se passe à l'infiniment petit, il fallait introduire une nouvelle physique. Et donc, c'est la naissance de la mécanique quantique. On a légiféré pour introduire la mécanique quantique. Et donc, Emmanuel Kant a dit, on mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. En fait, quelqu'un d'intelligent, c'est une personne qui a la capacité de supporter le maximum d'incertitude. C'est une nouvelle définition qu'Emmanuel Kant a introduite pour définir c'est quoi l'intelligence. Plus on est intelligent, plus on a cette capacité de supporter ou de croire aux incertitudes, qu'aux certitudes. Certitude, il n'y a rien d'intelligent, mais les incertitudes, il faut avoir beaucoup d'intelligence pour les comprendre. Donc, nous sommes dans ce monde, d'accord, des incertitudes. Comme l'a dit un collègue physicien français philosophe, Étienne Klein, qui a dit « ce qu'elle montre est le contraire de ce qu'elle démontre ». Ce qu'elle montre est le contraire de ce qu'elle démontre. Ça veut dire que ce que nous observons, parfois, par nos sens, d'accord, n'est pas la réalité. Mais quand il faut démontrer ce que nous observons, on trouve autre chose. Donc, c'est pour ça que ce qu'elle montre est le contraire de ce qu'elle démontre. Ça veut dire que d'une part, vous avez l'expérimentation et d'une part, vous avez les théories mathématiques. Parfois, l'observation vous donne un résultat, mais quand vous l'appliquez une théorie mathématique, c'est tout le contraire de ce que vous avez observé. Donc, ce qu'elle montre est le contraire de ce qu'elle démontre. Alors, nous sommes en 1920. Rappelez-vous cette date. Nous sommes en 1920. Les hommes, dont l'intelligence leur a permis de supporter beaucoup d'incertitudes, vont introduire une nouvelle physique, qui est la mécanique quantique. Ces hommes-là, vous les voyez, le premier, sur votre gauche avec les lunettes, Max Planck, Einstein, Bohr, Dirac, Schrödinger, Heisenberg, Pauli, d'accord, tous ces hommes-là, tous ces physiciens sont les pères fondateurs, de près ou de loin, de la mécanique quantique. Mais les plus importants qui ont vraiment mené un combat intense pour faire admettre la mécanique quantique, c'est Niels Bohr et Werner Heisenberg. Ce sont les leaders de l'école de Copenhague, très amis entre eux. Et il y a une grande querelle qu'il y a eu par la suite à cause d'une femme. En fait, Heisenberg, si vous ne le savez pas, était très proche des nazis. C'était un Allemand qui était très proche de Hitler, qui militait pour la cause allemande. Et à l'époque, donc, c'était la guerre mondiale qui s'est déclenchée. Et donc, il a pris position avec les Allemands. Et on lui avait incriminé, Heisenberg, qu'il voulait à tout prix mettre au point la bombe atomique. Et qu'il avait écrit une lettre à tous ses collègues physiciens qui sont là devant vous, en leur disant qu'il faut l'aider pour mettre en place la bombe atomique. C'est ce que disait à l'époque. Et donc la femme de Heisenberg, qui n'était pas pro-nazi comme son mari, a divorcé et s'est mariée avec Bohr, son ami intime, qui est devenu son ennemi par la suite. Et donc il avait écrit une lettre à Bohr où on dit que cette lettre contenait en fait un soutien de la part de Bohr pour qu'il puisse l'aider pour faire la bombe atomique. Et puis, des années sont passées. Il y a quelques années,
les petits-fils de Bohr mettent au grand public la lettre qu'avait écrite Heisenberg à Bohr. Et en fin de compte, dans cette lettre, Heisenberg avait supplié Bohr de dire à tous les amis de ne pas faire la bombe atomique, parce que la bombe atomique, c'est le plus grand crime de l'humanité. Mais ces autres hommes qui ont critiqué Heisenberg par la suite se sont réunis dans le projet Manhattan pour faire la bombe atomique. Celui qu'on a incriminé qu'il était, lui, voulait faire la bombe atomique, il ne l'a pas fait. Mais eux l'ont fait par la suite. Ils ont tué des milliers de personnes à Hiroshima. Ça, c'est juste entre parenthèses, d'accord, que les scientifiques, d'accord, ont aussi leur côté mi-ange, mi-démon. D'accord. Alors, donc, ces hommes-là, d'accord, on se dit, qu'est-ce qui se passe? 1920, nous avons dit un objet, une particule, hein, d'accord, ne peut être qu'une particule. Est-ce qu'une particule peut avoir les propriétés d'une onde? Voilà la question qui a été posée. Ou est-ce qu'une onde peut avoir les propriétés d'une particule? Au départ, vous vous rappelez, nous avons fait la distinction entre une particule et une onde, qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils avaient deux propriétés complètement différentes. La séparabilité des particules et des ondes. Et puis ces hommes-là ont dit, on nous a eu, est-ce qu'une particule peut avoir le comportement d'une onde? Et vice-versa, est-ce qu'une onde peut avoir le comportement d'une particule? Eh bien oui. Le premier qui a introduit cette hypothèse est De Broglie, le physicien français De Broglie, qui a dit que les particules peuvent présenter des propriétés ondulatoires. Ça veut dire qu'une particule peut vibrer. Une particule peut avoir la qualité d'une onde. C'est pas une fiction. Et de l'autre côté, est-ce qu'une particule peut être une onde, d'accord? Ou est-ce qu'une onde peut avoir les propriétés d'une particule? C'est Einstein, avec l'effet photoélectrique. Quand on bombarde un métal par des photons, d'accord? Les photons, il y a extraction des électrons, et les électrons, c'est des particules. Donc, ça veut dire que nous sommes Einstein, c'est l'effet photoélectrique, qu'une onde peut avoir les propriétés d'une particule. Et c'est pour cet effet, l'effet photoélectrique, que Einstein a eu le prix Nobel. Einstein n'a pas eu le prix Nobel pour la relativité, mais il l'a eu pour le fait photoélectrique. Alors, donc ça veut dire qu'il y a une dualité. Ça veut dire qu'une particule peut se comporter comme une particule, comme un objet qui a une masse, qui a une position, qui a une vitesse, qui peut être localisé, d'accord? Et il peut se comporter comme une onde, c'est-à-dire délocalisé, d'accord? Donc, ça veut dire que désormais, les particules sont désormais des ondes, et les ondes sont désormais aussi des particules. Cette constatation par Einstein que les particules sont désormais des ondes a incité Erwin Schrödinger à approfondir ce formalisme. Et c'est lui, ce précurseur, Schrödinger, qui a introduit ce que nous appelons la mécanique ondulatoire. Vous avez la mécanique classique, la mécanique relativiste et la mécanique ondulatoire, c'est-à-dire que les particules se comportent comme des ondes. C'est une mécanique, puisqu'elle s'intéresse à des objets. Donc, toute chose qui s'intéresse au mouvement d'objets est de la mécanique. Donc, comme cet objet
est devenue maintenant une onde, donc je vais déterminer une nouvelle physique qui s'appelle la mécanique ondulatoire. Ce n'est pas la mécanique quantique, la mécanique ondulatoire, c'est-à-dire le comportement d'une particule sous forme d'onde. Et donc, par la suite est venue l'interprétation de ceci par qui est-ce qui a donné une interprétation à ce qu'une onde, une particule devient une onde, d'accord? C'est l'interprétation de Copenhague, c'est-à-dire l'interprétation donnée par Bohr et par Heisenberg. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre assez particulière entre des phénomènes et l'observateur. Ça veut dire que l'observateur influe sur l'expérience. Auparavant, l'observateur, nous avons dit, vous vous rappelez, qu'il n'influait pas sur l'expérience, que toute mesure ne dépendait pas de l'observateur. Mais ici, dans l'interprétation de Copenhague, ça veut dire que l'observateur peut influer sur l'expérience. C'est-à-dire que tous les phénomènes que nous allons voir, d'accord, du point de vue quantique, l'observateur joue un rôle fondamental, chose qui n'existe pas dans le monde classique que nous connaissons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette bouteille que vous voyez ici, d'accord? Si je ne la regarde pas, elle n'existe pas. N'existe pas. Mais dès que je la regarde, elle existe. Ça vous paraît bizarre. Ça veut dire que sur cette table, il y a une bouteille qui est posée. L'assiette que vous avez posée sur votre table, d'accord? Tant que vous ne la regardez pas, tant que personne ne la regarde, elle n'existe pas. Que vous lui donnez son existence par votre observation. Si vous observez, elle est là. Comment se fait-il? C'est bizarre. Comment se fait-il qu'un objet, ça veut dire que ce monde dans lequel nous vivons n'existe pas si nous ne l'observons pas. Et que nous lui donnons une existence que quand nous l'observons. Nous lui donnons une existence que quand nous l'observons. Ça veut dire qu'il y a une interaction dans la mesure entre l'observateur et l'objet que nous mesurons. Donc, ça veut dire que l'objet qui n'existe pas tant que vous ne l'observez pas, et que l'objet existe quand vous allez l'observer, ça veut dire qu'il y a une incertitude. Il est là, il n'est pas là. Cet objet peut ne pas être là, puisque il n'est pas là, puisque vous ne l'observez pas. Et puis vous l'observez, il est là. Donc ça veut dire que vous n'avez pas la certitude que cet objet va rester là, qu'il est là. Et ça, c'est une des premières propriétés de la mécanique quantique. C'est ce que nous appelons la superposition des états. Ça veut dire qu'un objet peut être dans plusieurs états différents, alors que dans la mécanique classique, un objet ne peut être que dans un seul état. Il ne peut pas être dans plusieurs états. C'est ce que nous appelons la superposition des états. Ça veut dire qu'un objet peut être dans plusieurs états différents. Et c'est ce que nous appelons le chat de Schrödinger. Vous vous rappelez tous le chat de Schrödinger. Un chat que nous mettons dans une boîte. Et je dis, le chat peut être ou ne peut pas être dans la boîte. Je n'ai pas la certitude qu'il est dans la boîte. Si je ne le regarde pas, il n'est pas dans la boîte. Mais si je le regarde, il va être dans la boîte. Ça, parce que c'est ce que nous appelons la superposition des états. C'est une des premières propriétés de la mécanique quantique et nous allons le voir par la suite. Et donc, ça veut dire, Heisenberg, c'est lui qui fait taire tout le monde. Il avait une longue discussion avec Bohr. Ils avaient tout le temps de longues expériences, de longues discussions avec Bohr.
comment peut-il expliquer qu'un objet peut être à la fois ici et ne peut pas être à la fois ici? Comment un objet peut exister et qui ne peut pas exister, il ne peut pas exister à la fois? Donc, il y a une incertitude. Il passait de longues heures à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Et un jour, en se promenant dans un parc, sublime idée lui arrive. Voilà pourquoi. Parce que la certitude, c'est quoi? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, un objet dans le monde macroscopique que nous connaissons peut être défini par sa position. Et si je connais la vitesse avec laquelle il peut se déplacer, je peux connaître quelle est la position dans laquelle il va y être à un instant t bien défini. Ça veut dire que je peux connaître avec certitude sa position et sa vitesse. N'oubliez pas ça. Un objet, je peux savoir avec certitude sa position et sa vitesse. Et donc, Heisenberg introduit un principe que vous connaissez tous. On appelle le principe d'incertitude de Heisenberg. Ça veut dire que si je connais la position avec précision, je ne peux pas connaître la vitesse avec précision ou la quantité de mouvement avec précision. Ça veut dire que si j'ai fait la mesure de la position, la mesure de la vitesse sera incorrecte, incertaine. Et on appelle ça, en allemand, le principe Unsicherheit. Qu'est-ce que ça veut dire? L'incertitude. Et puis se rappela, Heisenberg, qu'est-ce que j'ai fait? Ça veut dire que la mécanique quantique, celle que je défends, est une mécanique qui est incertaine. Il a remplacé le terme, mais jusqu'à présent, tout le monde parle du principe d'incertitude d'Heisenberg. Et ensuite, Heisenberg s'est rattrapé et il a dit, en allemand, il a dit ce principe, ce n'est pas Unsicherheit, mais Unbestimmtheit. L'indétermination, le principe d'indétermination. Le vrai terme, c'est le principe d'indétermination et non pas le principe d'incertitude. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous comparons un monde qui est le monde classique, le monde macroscopique, d'accord, que nous observons, que nous touchons, avec un monde quantique, un monde qui est basé sur la notion de particules et un monde qui est basé sur la notion d'onde. L'état, ce sont deux systèmes qui sont complètement différents. Donc, je ne peux pas appliquer la même pensée, la même façon de faire dans la mécanique classique, l'appliquer dans le monde de la mécanique quantique, dans le monde de l'infiniment petit. Parce que dans le monde de l'infiniment petit, les objets peuvent être à la fois ondes et à la fois corpuscules. Ce sont des états, d'accord, que nous ne pouvons pas appréhender. Et celui qui a amené la confirmation de cela est un jeune physicien qui avait 23 ans à l'époque, Paul Dirac. Sublime que nous appelons le principe de la non-commutativité. Ça veut dire que si vous avez deux états, un état A et un état B, dans le monde classique, si vous mettez le B avant le A ou le A avant le B, c'est la même chose. Mais dans le monde quantique, si vous mettez cette bouteille avant cette boîte-là, ou si vous mettez la boîte avant la bouteille, c'est deux états qui sont complètement différents. Si nous appelons ça principe de la non-commutativité des états dans la mécanique quantique. Et ça, c'est important par la suite. Celui qui a apporté ça, Paul Dirac, prix Nobel aussi de physique. Alors, l'anecdote, c'est qu'en 1929, on voulait donner le prix Nobel de physique à Schrödinger, Heisenberg et Bohr, parce qu'ils venaient de découvrir la mécanique quantique.
Mais dans le comité Nobel, il y a 4 personnes dans le comité Nobel qui sont nommées à vie, qui décident qui prend le prix Nobel. Ils sont suédois de l'Académie des sciences de Suède. Et en 1929, les 4 personnes, un parmi eux est un fervent catholique qui se dit, si on donne le prix Nobel à la mécanique quantique, nous mettons en cause l'existence de Dieu. Ça veut dire que ce monde des probabilistes n'est pas un monde de certitude. Il ne faut pas donner le prix Nobel à la mécanique quantique. Et on ne donne pas le prix Nobel à la mécanique quantique. 1930, même chose. On ne donne pas de prix Nobel. Il fallait que ce membre du comité Nobel meure. Et on le remplace par une autre personne qui n'avait pas les mêmes certitudes. Et on donne en 1932 le prix Nobel à titre antérieur 29, 30, 31 à Heisenberg, Dirac, parce qu'il venait de démontrer tout cela avec certitude, que la mécanique quantique est réelle, à Dirac, à Schrödinger et Heisenberg, et on donne tout l'éloge à la mécanique quantique. Vous voyez que parfois, d'accord, le devenir de quelque chose d'important dans ce monde-là dépend des pensées des hommes. Et que la mécanique quantique, le fait de dire que c'est une mécanique quantique qui est basée sur l'incertitude, pose un problème pour un religieux. Mais détrompez-vous pas, parce que quand on parle d'incertitude, parce qu'on compare la mécanique quantique à la mécanique classique, alors que ce sont 2 mondes qui sont complètement différents. Je ne peux pas parler d'incertitude dans un monde quantique. Je parlais plus d'indétermination. L'indétermination et non pas l'incertitude. Les choses, ça, c'est la différence importante que nous allons voir par la suite. Alors, le deuxième aspect de la mécanique quantique, deuxième propriété, c'est l'intrication quantique, l'enchevêtrement quantique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que deux particules qui étaient liées ensemble, si nous les séparons une longue distance, d'accord? Si j'excite cette particule, l'autre particule va le ressentir, alors qu'il n'y a aucun lien entre eux. Parce qu'ils sont intriqués. Alors, dans notre monde, qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous êtes peut-être posé des questions de ce type. Un jour, vous êtes allongé sur votre sofa, d'accord? Et à un instant, vous êtes en train de penser à un de vos amis qui vous a quitté, ça fait longtemps, qui est parti, ça fait 10 ans ou 15 ans au Canada, et vous, vous êtes resté ici. Et au moment où vous êtes en train de penser à lui, le téléphone sonne, c'est lui qui vous appelle. Ça vous est arrivé, je pense, plusieurs fois. Où vous pensez à quelqu'un, il vous appelle. Ou bien vous êtes en train de faire des courses dans un supermarché, et vous êtes en train de penser à un ami, et soudainement vous le croisez dans le supermarché. Oh là, c'est pas possible. Quel hasard. Et vous attribuez ça au hasard. Eh ben non, c'est de l'intrication quantique. Parce que vous et votre ami, vous étiez très liés à un moment donné. Il est parti. Et vous vous dites qu'il n'y a plus de lien. Ce n'est pas le hasard. Parce qu'au moment où vous êtes en train de penser à votre ami, l'information lui est arrivée dans son subconscient. Tout à l'heure, je parlais de la conscience. Dans son subconscient, sans le savoir lui-même. Il dit, tiens, je vais appeler moi cet ami-là.
Ce n'est pas le hasard. L'information lui est arrivée, mais dans son subconscient, il ne le sait pas. Parce que vous êtes intriqué. Parce que c'est de l'intrication quantique. Tout ce monde-là est intriqué. Il y aura toujours une relation par la pensée qui va plus vite que la vitesse de la lumière. Au l'instant même, instantanément. Et cette expérience d'intrication quantique, c'est ce qu'a démontré Alain Aspect et pour laquelle il y a eu le prix Nobel cette année de la mécanique quantique, parce qu'ils ont démontré cette intrication dont j'ai parlé. Les Chinois viennent de faire une expérience extraordinaire. Ils ont pris deux particules qui étaient ensemble dans le même atome. Ils ont pris une particule, ils l'ont mis dans un satellite, ils l'ont envoyé dans l'espace. L'autre particule est restée sur Terre. Ils ont excité la particule sur Terre. La particule qui était dans le satellite a réagi de la même façon que la particule qui était sur Terre. Il n'y a aucune relation entre eux. Ça ouvre des perspectives que nous aborderons la prochaine fois de la téléportation quantique. Car aujourd'hui, il est plus que démontré que notre conscience est régie par la mécanique quantique. Et nous le verrons par la suite. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, comme je l'ai dit, l'intrication quantique, tout ça, c'est ce que nous appelons l'action à distance. L'intrication quantique, c'est ce que nous appelons l'action à distance. Ça veut dire que vous et votre ami, vous êtes à distance, lointaine, mais vous exercez l'un sur l'autre une action à distance. Cette action à distance, ce n'est pas de l'énergie, c'est de l'information. L'information peut voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Comment? On va le voir la prochaine fois, comment ça se passe. Et ça, Einstein a été contre cette idée-là. Impossible. Comment un objet peut influencer sur un autre objet à distance sans qu'il y ait de relation entre eux? Et donc, Einstein a imaginé une expérience qu'on appelle l'expérience d'EPR, Einstein, Podolsky et Rosen, pour anéantir la mécanique quantique. Mais par la suite, il y a une autre expérience, d'accord? C'est un peu, je peux dire que cette intrication, je peux lui donner comme l'a défini Étienne Klein, définit cette intrication quantique comme une interopération romanesque. Deux cœurs qui ont interagi dans le passé ne peuvent plus être considérés de la même manière que s'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Ils seront marqués à jamais par leur rencontre, ils forment un tout inséparable. Belle métaphore. L'intrication quantique, c'est ce lien qui existera toujours, d'accord? Un lien invisible, un lien que nous ne pouvons pas observer, un lien immatériel que seule la mécanique quantique peut matérialiser. N'oubliez pas ça. Et donc, celui qui a démontré par la suite que Einstein était... Parce que Einstein a mené une guerre contre ceci. C'est Bell, par le fameux théorème de Bell, je ne vais pas rentrer dans ceci. Et aujourd'hui, vous le savez tous, donc la mécanique quantique est devenue une réalité. La mécanique quantique est devenue une réalité. Hein? Alors, quel est le point de vue religieux? Tout à l'heure, nous avons dit, hein? Pour nous, c'est le hasard. Comment se fait-il qu'il y a de l'incertitude? Nous sommes dans un monde de certitude. La mesure est certaine. Quel est le point de vue de la religion? L'univers est-il déterministe ou probabiliste? C'est pour ça que je posais la question. Notre existence a-t-elle un sens? Le monde, il faut se poser des questions. Nous sommes des
gens qui ont une intelligence. Nous avons cette capacité de supporter les incertitudes. Si nous n'étions pas intelligents, nous n'avons pas la capacité de supporter les incertitudes. Nous serons comme tout le monde. Nous croyons que ce que nous voyons. Toute chose qui n'est pas certaine ne fait pas partie de ma vie. Et donc, l'univers dans lequel nous vivons, est-il déterministe ou est-il probabiliste? C'est la première. C'est une question que je pose. Avons-nous le libre arbitre ou sommes-nous entre les mains de super-intelligence? Est-ce que nous pouvons décider de nos propres choix? Ou non? Le destin est là. Donc, le destin, donc nous ne devons rien faire. Le choix est déjà établi. La notion de libre arbitre. La physique quantique prouve que l'univers est probabiliste au niveau fondamental. Je dis bien au niveau fondamental. Pour moi, mon point de vue, en tant que musulman, la mécanique quantique est le meilleur outil pour comprendre réellement le mot qadar. Le qadar. Parce beaucoup, qadar l'interprète pour autre chose. Pour moi, qui est traduit par prédestination ou destin, et comment concilier ceci avec notre libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes religions, nous avons un destin. Alors pourquoi Dieu nous a donné une intelligence? Pour nous différencier par rapport aux autres êtres. C'est pour décider de notre propre choix, ou là on va dire, ça y est, Dieu nous a donné une destinée, donc on ne peut pas interférer avec cette destinée. C'est vrai que notre destinée, ce point-là final, il est là. Nous sommes là. Mais il y a une chose où c'est moi qui décide de mes propres choix, si de chemin que je dois mener pour aller à ce destin-là. Ce chemin qui va me mener d'aller à ce point-là final de mon état, mon destin final, entre le point où je suis et mon destin final, c'est la prédestination. Je suis maître de ma prédestination. Je suis maître de mes choix, de décider si je fais en ligne droite ou si je fais comme ça ou je fais comme ça. Si aujourd'hui je vais boire de l'alcool ou demain je vais faire la prière ou demain je vais faire autre chose, etc. Parce que Dieu m'a donné une intelligence. De décider de mes propres choix, c'est la prédestination. Mais il y a un moment, quand je suis près du destin, je ne peux plus faire de choix. Classe. J'arrive presque à mon destin, à mon point final. Par exemple, un jour, j'ai décidé d'aller d'Oran à Alger. J'ai décidé d'aller rapidement, de faire du 200 km à l'heure sur l'autoroute. Et c'était écrit dans mon destin que je devais mourir ce jour-là. Je fais l'accident comme c'était prévu, un accident mortel, mais je ne meurs pas. Ça veut dire Dieu a décidé de changer mon destin en dernière minute. Et c'est quoi? C'est le miracle. Seul Dieu peut faire les miracles, de changer mon destin. Mais ma prédestination, c'est moi qui décide de ma prédestination. Et c'est la notion de qadar. Si vous allez lire et approfondir la notion de qadar dans le Coran, la mesure, qadar. Alors on lui a donné une autre interprétation. La mesure des choses. Donc, parce que quand je parlais tout à l'heure de démocrate, que c'est lui qui a introduit la notion d'atome, il ne faut pas oublier que l'atomisme musulman avait la particularité de tout quantifier, matière, espace et même temps, 900 ans avant la mécanique quantique. Les précurseurs de la mécanique quantique sont en fait les scientifiques musulmans.
900 ans avant, parce que dans l'atomisme, si vous lisez les écrits de certains, qui a un grand philosophe physicien arabe qui est en Jordanie, qui s'appelle Al-Taya', a écrit beaucoup sur les savants musulmans et donc sur l'atomisme musulman que beaucoup de scientifiques disent. Donc, ils quantifiaient. Quantifier, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça vient du mot quantique. Ça veut dire que chaque chose, je peux la quantifier. Ça veut dire que les états quantiques sont quantifiés. Ça veut dire que dans un atome que vous avez des niveaux d'énergie. Il n'y a pas une continuité dans les niveaux d'énergie. Que chaque niveau d'énergie, dans chaque niveau, a un état. Et chaque état est quantifié par un niveau d'énergie. Il y a une discontinuité d'un niveau d'énergie. Ça veut dire qu'une particule peut aller d'un niveau à un autre niveau en sautant d'un niveau à un niveau. Elle ne peut pas aller de façon continue. Et ça, ce sont les musulmans qui ont traduit ça. Pour comprendre comment la mécanique quantique explique notre établi là-dessus, nous avons besoin de deux choses. Un univers suffisamment élastique. Dieu le dit, hein? C'est un univers qui est en expansion, donc il est élastique, d'accord? Et deuxièmement, s'il était immuable, gravé dans la pierre et déterministe, alors même si l'être humain a le libre arbitre, qui sait à quoi sert ce libre arbitre? Parce que si vous posez la question suivante, quand il y a eu la création de cet univers est régi par des lois physiques. Est-ce que les lois physiques existaient avant la création de l'univers? Ou est-ce que les lois physiques sont apparues après l'apparition de l'univers? Cet univers est en expansion, cet univers est en évolution, cet univers change. Mais comment se fait-il qu'un univers qui change avec des lois de physique et que ces lois de physique se conservent, qui ne s'en changent pas? Un paradoxe. Je ne vous parlais pas vous tracasser encore plus par rapport à cela, d'accord? Et je dirais, et le Coran, Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Inna kullu shay'in khalaqnahu bi miqdar. La mesure, d'accord? Qadar, la mesure, n'oublie pas. Leur mot qadar signifie une mesure. Une mesure de quoi? Parle de quoi? Quoi? Une mesure relative à toutes les possibilités relatives à l'existence de cette chose. Une mesure relative à toutes les possibilités relatives à l'existence de cette chose. Voilà mon interprétation. Une mesure de quoi? Je parle de la mesure de quoi? Une mesure relative à toutes les possibilités relatives à l'existence de cette chose. Une mesure de toutes les choses qu'il peut réaliser à un moment donné, de toutes les probabilités, puisqu'il est possibilité. Donc, il y a une probabilité. De toutes les possibilités qu'il peut réaliser au fil du temps. Alors, Al-Qadr, à cet élément de temps, ceci dans la mécanique de notre machine, est associé. Donc, ça veut dire que la mécanique quantique, en fait, n'est nullement contradictoire avec le Coran. Et donc, la mécanique quantique telle que nous l'appréhendons aujourd'hui, ce n'est pas les incertitudes, mais c'est de l'indéterminisme. Et l'indéterminisme est complètement différent de l'incertitude. La deuxième chose dont nous avons besoin pour concilier le destin de Dieu avec notre libre arbitre est que quelque chose en nous devra avoir accès à l'univers à ce niveau fondamental. Le corps physique devra être inclus dans l'univers car il est composé de la même substance que tous les restes. Chose qui est fondamentale, parce que nous,
Vous voyez l'erreur que nous commettons. Nous nous considérons comme des êtres qui regardent un univers qui est différent de nous. Nous nous considérons comme un être qui est dans un espace et dans un temps, qui regarde un autre espace et un autre temps, qui est l'univers, qui est ce monde-là. Donc, il y a une séparabilité. Alors que nous faisons partie de cet univers. Et si nous faisons partie de cet univers, nous sommes inséparables de cet univers, indissociables de cet univers. Donc, nous faisons partie de cet univers. Donc, ce corps physique que nous sommes là, il faut l'inclure et composer avec le même système qui est le Samsur. Donc, nous faisons un tout. Nous sommes un tout. Donc, nous ne pouvons pas se dire que nous devons regarder les choses telles que nous. Comment se peut-il que nous pouvons observer un monde dans lequel nous faisons partie de ce monde-là? Paradoxe quelque part. Donc, ceci est fondamental. Donc, notre soi essentiel, et je reviens à ça, notre conscience qui devrait affecter l'univers à ce niveau fondamental probabilistique, ça veut dire que sans le savoir, nous influençons sur cet univers à travers notre conscience. Parce que l'homme, Dieu, quand il nous a créé d'abord un corps, ensuite un esprit dans ce corps et une âme. Le corps, c'est physique, corpusculaire. L'esprit, c'est le cerveau. Mais parfois, il faut réfléchir contre son cerveau. Parce que son cerveau, c'est un ordinateur. Il raisonne par la logique. Mais notre conscience, qu'est-ce qu'il a défini? C'est notre âme. Qu'est-ce qui définit nos sentiments? Aimer, la tristesse, pleurer. Ce n'est pas notre esprit, ce n'est pas notre corps, c'est notre âme. C'est pour ça que la dernière chose que Dieu crée en nous, c'est l'âme. Et la dernière chose qui revient à Dieu, c'est l'âme. Ça veut dire que tous ces sentiments que nous ressentons, tous ces ondes positives que nous parlons d'ondes positives, c'est des ondes. Ils sont délocalisés. Et une onde, elle est délocalisée. Elle n'a pas de limite, elle n'a pas de frontière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intrication dont j'ai parlé, l'enchevêtrement des êtres, c'est à travers leur âme. Et l'âme est régie par la mécanique quantique. Et nous verrons dans la prochaine fois, hein, d'accord? C'est en fait l'effet de l'observateur de la mécanique quantique. Quand j'ai dit tout à l'heure, cet objet est là tant que nous ne l'observons pas, et que cet objet devient réel quand nous l'observons, cette interaction entre l'observateur et la mécanique quantique, en fait, c'est entre notre conscience et l'objet. Ce n'est pas ni entre notre corps et notre esprit, mais c'est par rapport à notre conscience, par rapport à notre âme. Donc, ça veut dire que tout ce que nous venons de voir aujourd'hui, que la mécanique quantique, dont ces deux choses fondamentales qui sont la superposition des états et l'intrication quantique qui vont être les éléments majeurs que nous allons utiliser par la suite, peut-être, pour développer ce que nous appelons la thérapie quantique. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de thérapie quantique. Puisque nous sommes dans l'orthomoléculaire, d'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas les produits chimiques, hein? C'est autre chose qui peut guérir en nous. Parce qu'en fait, tous ces déséquilibres dans nos maladies, c'est un dysfonctionnement dans ce que notre corps et notre esprit réagit à travers notre âme. Le stress, tout ceci, c'est quoi? Ce sont des ondes négatives qui influent sur notre corps. Si on arrive à pouvoir stopper ces ondes négatives qui peuvent interagir et faire en sorte que les choses se développent de façon irrégulière pour donner des maladies, peut-être que nous arriverons à guérir beaucoup de choses. Et donc, ce que nous allons voir par la suite,
Parce qu'en fait, quand j'ai dit tout à l'heure, la conscience de l'être humain, c'est elle qui choisit une option parmi l'ensemble de probabilités. Parce qu'en fait, dans la vie, vous êtes confronté à plusieurs choix et vous décidez de ce choix-là. Donc, une probabilité, il y a toujours cette notion de probabilité dans ceci. Et donc, il y a ce que nous appelons un paradoxe qui s'appelle le paradoxe de Wigner. Peut-être que nous en parlerons du grand observateur plus tard. Voilà, donc j'ai fini la première partie. J'espère, donc je vais résumer qu'en fait, qu'avant l'avènement de la mécanique quantique, que les objets étaient soit des particules, soit des ondes, qu'une particule est quelque chose qui est localisable dans l'espace et dans le temps, qu'une onde est quelque chose de diffuse, qui est délocalisé dans l'espace et le temps, ça veut dire qu'on peut la trouver n'importe où, à n'importe quel instant, que jusqu'à ici, nous sommes dans un monde déterministe, réaliste, et que l'observateur n'influe pas sur la mesure, et qu'il y a répétabilité des expériences. Et d'un autre côté, il y a l'infiniment grand, mais que tout ce que nous avons vu, que toute la physique qui existait n'est pas applicable à l'infiniment petit, qu'il fallait introduire une nouvelle physique pour l'infiniment petit, et que cette nouvelle physique que nous introduisons dans l'infiniment petit, pour pouvoir faire en sorte de comprendre cette dualité entre particules et une onde, comment un photon, par exemple, peut se comporter un jour, ou un atome peut se comporter un jour comme une particule, et un jour, il peut se comporter comme une onde. Donc, ça veut dire que cette dualité entre onde et corpuscule a fait en sorte que la mécanique quantique puisse se développer et que la mécanique quantique est basée sur deux principes fondamentaux qui sont la superposition des états, qu'un état peut avoir plusieurs, qu'un objet, un système peut avoir plusieurs états à la fois, c'est-à-dire là, ici ou pas là, existe ou ne pas exister, et que la deuxième propriété, c'est l'intrication quantique, que tous les objets qui avaient une relation antérieure, cette relation durera même à distance sans qu'il y ait de relation. Et que cette mécanique quantique, d'accord, n'est pas en fait basée sur l'incertitude, d'accord, parce que nous comparons la notion de cette incertitude de la même façon que si nous étions dans un monde classique réel, alors que nous sommes dans un monde qui est basé sur autre chose que ce qui était dans le monde classique. Et donc, notre courant n'est pas en contradiction avec la probabiliste. Juste pour vous dire qu'en fait, Al-Ghazali, qui est un grand penseur, d'accord, musulman, ne croyait pas au déterminisme, à la causalité. Il a dit qu'il y a des événements qui n'ont pas de cause, des événements qu'on ne peut pas comprendre, d'accord, que le monde n'est pas tout à fait causal, qu'il y a des phénomènes, des effets qui n'ont pas de cause. Donc, je n'ai pas de certitude sur eux. Voilà, j'ai terminé cette première partie de vous faire comprendre c'est quoi la mécanique quantique. Et puis nous verrons la prochaine fois ces aspects qui sont liés à la médecine, à l'ADN, à la biologie quantique, d'accord, à la médecine quantique, aux thérapies quantiques, à la conscience quantique de façon générale. Je vous remercie. Voilà, j'ai terminé. Hein? Un grand merci, professeur Hafid, Marhaba, pour cette excellente présentation. S'il y a des questions, on va prendre quelques questions. Et en même temps, le professeur Hafid Aourag, selon sa disponibilité, a programmé une soirée la semaine prochaine pour la deuxième partie. La semaine prochaine, je suis absent. L'autre semaine. Très bien. Donc, on laisse la semaine d'après. OK. Ouais. Plutôt le lundi ou mercredi? Oui. Donc, l'autre lundi, ouais. Pas ce lundi, l'autre lundi, ça ira. Hein? Très bien. Donc, on reprend notre lundi classique. Très bien. 20h20. Voilà, s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Oui. Oui, bien Alors, sûr. des questions, Mara? Merci Ouais. Il y beaucoup, a Oulida. professeur, pour cette présentation. Barakallahu fik, c'est كفيتو فيت الله يبارك. Et on attend avec impatience la suite qui nous concerne beaucoup et concerne surtout l'approche thérapeutique du docteur Ilyes parce qu'il a
Il adopte beaucoup de cette vision quantique dans son approche et dans ses outils. Euh, donc, j'invite l'assistance à utiliser l'option lever la main pour vous donner la parole et poser vos questions. La première question de Ourida. Alors, Ourida, ton micro. Okay. Je tiens à remercier professeur Aura pour toutes ces explications qui rendent la notion de mécanique quantique, disons, abordable pour tout le monde. Je vous remercie aussi Dr Elias et Dr Maha. Bienvenue. Ce n'est pas une question, c'est beaucoup plus une remarque. Étant probabiliste de formation, et en probabilité, on essaie toujours de, entre guillemets, de quantifier le hasard. Oui. Qu'est-ce que le hasard? Pour moi, le hasard, c'est tout ce que mon savoir n'arrive pas à cerner, tout ce que je ne peux pas contrôler. Que je ne peux pas peut-être quantifier. Quantifier, oui. C'est-à-dire que lorsque je quantifie, je peux contrôler jusqu'à un certain degré. Mais mon humble remarque sur la vie, on est tellement complexe, on est en même temps un corps physique, un esprit, une énergie, des vibrations. On peut influencer l'autre par la voix, par la parole, par le regard, par la pensée seulement. Ouais. Donc, toute cette complexité, je comprends, je dirais que le savoir humain à l'échelle humaine n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui à expliquer tout cela. La mécanique quantique explique une partie de tout ça, mais je ne pense pas que le savoir humain puisse maintenant, dans le futur peut-être, maintenant expliquer toute la complexité de Allah في الإنسان. Vous savez, j'aime pas beaucoup utiliser le mot expliquer. Je préfère le mot décrire. Décrire, oui, peut-être c'est beaucoup mieux. Ce que Oui, fait la physique aujourd'hui, elle n'explique pas, elle décrit les phénomènes. absolument, absolument, oui, Les vous avez phénomènes. raison, oui. Hein? Oui, oui, oui. L'explication est assez complexe parce que j'avais donné une conférence sur est-ce que la science est explicative ou descriptive. Un jour, peut-être, on la fera. C'est que beaucoup, surtout nous en tant qu'intellectuels, pour faire apporter des preuves à des gens, on leur dit, je vais vous expliquer. Vous faites que d'écrire, en fait, pas expliquer. C'est pour ça que la mécanique quantique, comme les autres physiques, elle permet de décrire les choses, de reproduire les choses. Parce que une loi physique, si elle ne permet pas la répétabilité des choses, à quoi elle est utile, hein? Il faut qu'elle est utile si je la répète. Comme science expérimentale. Parce que si je la répète, c'est ça qui va me permettre de faire des défis technologiques, Oui. des instruments technologiques, parce qu'ils sont basés sur un aspect d'un comportement d'un système, et c'est ça qui va me donner ces choses-là. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, le hasard, comme vous l'avez identifié, vous, en tant que la probabilité, parce qu'en fait, la probabilité, c'est quoi une probabilité? Elle est liée aux possibilités. Oui, possible, oui. Déjà, Le nombre de possibilités augmente, plus la probabilité augmente. C'est la loi des grands nombres. Hein? Mais la loi des grands nombres, elle est limitée elle-même. Ben, mais tout de même, ça veut dire que plus j'ai un nombre de possibilités très grand, d'accord, plus je m'approche. Oui, mais là, c'est lorsque j'ai les moyens de compter les possibilités, de compter le nombre de possibilités. Ben, la mécanique quantique vous permet de faire ceci. Même en proba, dans le cas continu, on ne peut pas compter parce que pourquoi? Parce que vous voulez à tout prix, hein, c'est ça l'erreur que commet tout le monde, hein, ce n'est pas vous la première, c'est que tout le monde veut appliquer des notions, hein,
qui sont utilisés pour des choses que nous voyons, que nous touchons, à des corps, à des objets. Quand vous parlez de probabilité, vous parlez de probabilité par rapport à des objets, d'accord? Donc la notion de probabilité est par rapport à un être mathématique. Et un être mathématique est un objet. Donc on veut appliquer à tout prix, d'accord, cette notion de probabilité à un monde qui est complètement différent. Et ce monde n'est pas le monde dans lequel toutes ces notions qui ont été développées de probabilité, de statistique, de tout ce qui était c'est par rapport à un monde qui est basé sur la notion de corps, d'accord, d'objet. Alors que dans la mécanique quantique, c'est une onde, d'accord. Donc, une onde, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la propriété d'une onde? Une onde, elle est délocalisée, elle est partout. Donc, comment vous pouvez définir une onde? Vous ne pouvez pas la localiser. Et le fait que vous ne pouvez pas la localiser, vous ne pouvez pas déterminer avec précision une notion de position, une notion de vitesse. Parce que la notion de position dans une onde n'a pas de sens. Et donc, si une notion de position n'a pas de sens dans une onde, d'accord, donc je ne peux pas lui appliquer cette notion de déterminisme, de certitude que j'avais, d'accord. Donc, c'est pour ça que quand on parle de probabilité dans la mécanique quantique, en fait, parce que nous voulons à tout prix introduire une notion pour un système qui est complètement différent du système dans lequel nous sommes. Nous sommes dans deux mondes qui sont complètement différents. Nous ne pouvons pas appliquer les mêmes lois d'un monde sur un monde qui est inconnu et qui est complètement différent. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de notion de probabilité telle que nous le savons, d'incertitude comme nous le savons. Non, 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 non. Parce que vous les verrez par la suite. Donc, si nous étions dans un monde d'incertitude, nous ne pourrions pas avoir des objets tels que le téléphone portable que vous avez entre les mains. Le téléphone portable que vous avez entre les mains est basé sur la mécanique quantique. Comme beaucoup de choses, même. Et donc, vous voyez, donc, en réalité, nous sommes dans deux situations complètement différentes. Donc, il ne faut pas, parce que nous réfléchissons en tant qu'être qui a toujours vécu dans un monde de certitude, dans un monde, d'accord, où l'observation est importante, où l'être interagit avec son milieu, et que nous sommes passés dans un monde qui est complètement irréel par rapport à nous, d'accord, et nous voulons lui appliquer les mêmes choses. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas possible. Hein? Pas possible. Voilà. Merci, docteur. Je vous en prie, merci. Autre question? Une autre question de Dr Hassina Hassina, Dahmani, oui. il y a une question sur le chat Oui. d'Ipsiren. Oui, oui. Euh, Oui, pardon. Allez-y, docteur Elias, allez-y. Oui, oui. Alors, donc, question de Rachid Ipsiren. Bonjour, peut-on augmenter la sensibilité quantique comme un sportif qui augmente sa performance Quoi, la sensibilité? et devenir un athlète de performance? Non, 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 non. Ça, c'est même pas la sensibilité quantique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de sensibilité quantique. Hein? Non, non, il n'y a aucune. Il y a aucune Soit on l'a, soit on l'a pas. ça n'a pas de sens pour moi. C'est-à-dire, est-ce que non, 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 ça n'a rien à voir avec les performances. Hein? Ça n'a rien à voir. Hein? C'est de l'excellence. Non, je ne m'avance pas dans des choses que je ne connais pas. Hein? Parce que c'est une autre dimension. Voilà. Non, je m'avance pas. Je sais pas. Donc, il faut se dire, je ne sais pas. Hein? Tout à fait. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas m'avancer sur ça. Hassina? Oui, alors, bonsoir professeur Aourak, je vous remercie pour toutes ces connaissances. Docteur Elias, président de l'ISOM, merci de nous avoir permis d'accéder à cet énorme éventail de savoir. Ma question, enfin, j'aurais deux petites questions. La première, vous avez cité El Razali par rapport à cette histoire que tout n'était pas, que tout n'avait pas une causalité. Oui. Quand je pense, je voudrais relier cette question, cette idée aux histoires de guerre, aux histoires de mouvements de population.
Deuxième question aussi, je me pose la question sur Ouais, l'âme, parce que je fais de la médecine chinoise, et ouais, c'est vrai que l'âme est-elle élastique? On a l'impression que des fois on est là, et que des fois on n'est pas ouais, là. ouais, ouais. Voilà. Ouais, Merci ah bah beaucoup. oui, ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui, hein, bah, euh, vous savez, ça va, c'est bon, vous avez terminé? Oui, oui, merci beaucoup, je vous Oui. remercie. Euh, vous avez parlé de choses, l'âme, et vous dites, parfois nous sentons que nous sommes là et parfois nous sentons que nous ne sommes pas là. Hein? Oui, Moi, je dis, un être humain, je vous donne un exemple très simpliste par rapport à cela. Vous savez, un philosophe français qui est Bachelard a dit, parfois, il faut réfléchir contre son cerveau. Parfois, il faut réfléchir contre son cerveau. Pourquoi parfois il faut réfléchir contre son cerveau? Parce que notre cerveau est une machine, est un ordinateur qui fonctionne par la logique. C'est-à-dire que c'est notre esprit qui nous dit que cette chose est possible et cette chose est impossible et qui nous permet de mesurer les choses. Et parfois, pour trouver des solutions à des situations pour lesquelles notre esprit ne nous le permet pas, il faut réfléchir contre son cerveau, transcender son cerveau, transcender son esprit. Qu'est-ce que ça veut dire transcender son esprit? Vous savez, les personnes qui sont dans cet état de transcendance, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire l'âme qui prend le dessus sur l'esprit, ce sont les mathématiciens. Les mathématiciens vivent dans leur monde. Pourquoi un mathématicien vit dans son monde? Parce qu'un mathématicien fait abstraction du monde dans lequel il vit. Dès le départ, un mathématicien fait abstraction du monde dans lequel il vit. Alors que nous faisons très attention au monde dans lequel nous vivons, parce que nous dépendons de l'observation. Nous sommes des observateurs, des expérimentateurs. Alors qu'un mathématicien, il vit dans son monde, dans sa coquille. Et c'est pourquoi que parfois, les mathématiciens, parfois on les prend pour des personnes qui ne sont pas normaux. Ils sont souvent des troubles psychiques, hein, qui vont dans des asiles psychiatriques, mais qu'en fin de compte découvrent des choses les plus extraordinaires. Hein. Et vous avez peut-être vu le film Un homme d'exception, prix Nobel d'économie. Donc, et ça me rappelle une histoire de Ramanujan. Ramanujan est un mathématicien hindou qui n'est jamais allé à l'école, qui travaillait au niveau c'est un transitaire qui lui faisait les comptes. Et puis, un jour, son patron était subjugué par la capacité de calcul de cet élément. Il lui a ramené un carnet où il y avait beaucoup d'équations, beaucoup de formules. Il lui a dit, c'est quoi ça? Il est parti avec lui dans un temple Bouddha. Et dans le temple Bouddha où il partait chaque jour, cet enfant, partout il y avait des formules, partout il y avait des équations, il avait écrit. Et par la suite, ce patron a envoyé ce carnet à l'université de Cambridge. Et les grands mathématiciens là-bas étaient étonnés. C'est quoi ça? On fait ramener Ramanujan. Il y a un film extraordinaire sur lui, vous pouvez le voir, qui s'appelle L'homme qui défia l'infini. Ces formules qui ont été écrites par Ramanujan en 1930, 1940, on a pu les résoudre que ces dernières années. Et quand on lui a dit, comment se fait-il que vous écrivez ces formules et ces équations, il leur a dit, chaque soir, Bouddha vient me chuchoter dans l'oreille ce que je dois écrire.
Parce qu'il était dans un monde de transcendance. Et tous les mathématiciens sont dans ce monde de transcendance, c'est-à-dire ils vivent avec leur âme. Ils ne vivent pas avec leur corps et leur esprit. Et la transcendance, justement, d'un esprit, c'est de réfléchir contre son cerveau. Et l'un des principaux physiciens qui est le plus grand aussi philosophe, le plus grand physicien qui réfléchit contre son cerveau, c'est Einstein. S'il est arrivé à faire ces grandes théories, le premier c'est Galilée, ensuite c'est Einstein. Peut-être un jour on parlera de ça, de cette transcendance de l'esprit. Donc cette transcendance de l'esprit que vous avez dit, c'est pour ça que cet être humain, il peut se dire que je suis ici, comme il peut dire que je ne suis pas ici. Parce que c'est son âme, ce n'est pas son corps, parce que c'est son corps qui définit s'il est dans une position, hein, ou son esprit. Mais son âme peut décider que je suis dans un autre endroit, que je ne suis pas dans cet endroit-là, d'accord? Parce que je vis dans mon âme, d'accord? Voilà, peut-être pour expliquer, Wallah ya'lam, c'est pour vous dire un peu qu'effectivement, parfois, il faut réfléchir contre son cerveau pour transcender ses esprits et pour découvrir autre chose. Tous ces grands génies qui ont fait ces grandes découvertes, c'est des personnes qui ont réfléchi contre leur cerveau. Parce que tant qu'on réfléchit que par rapport à notre logique de notre cerveau, nous ne sommes pas capables de pouvoir développer des choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la science est en crise. Parce que nous n'avons pas des personnes qui ont cette possibilité de transcender leur esprit. Nous devenons de plus en plus des hommes qui sont régis par le matérialisme. Le spirituel, on l'oublie, d'accord, l'âme. Et pas on peut guérir par l'âme, hein. Juste cette eau. Si je lui récite du Coran, elle se comportera différemment que si je ne lui récite pas le Coran. Et ça a été démontré. C'est de la mécanique quantique. Comment se fait-il que je peux changer les qualités de cette eau juste par des ondes? Ça a été prouvé. D'accord? J'en parlerai peut-être un autre jour. Voilà. Il y a une question de Moi? Ilham Oui. qui dit est-ce qu'elle peut résumer le cours de la mécanique quantique comme une méditation de pleine conscience? Une méditation de pleine conscience. Oui, une méditation de pleine conscience, mais bon, tout d'abord, il faut se dire, peut-être que la prochaine fois, je vais parler un peu de la conscience, comment je peux quantifier la conscience par la mécanique quantique, et je peux introduire ces notions, d'accord, d'état quantique, d'accord, parce que nous n'avons pas parlé d'orthogonalité, nous n'avons pas parlé de combinaisons linéaires, nous n'avons pas parlé de beaucoup d'autres choses, donc de densité, d'état, etc. Ça va vous permettre comment on peut, une conscience, comment on peut la quantifier. Ça, c'est peut-être toute une autre histoire, mais il ne faut pas aussi se précipiter et se dire qu'avec la mécanique quantique, on va résoudre tous les problèmes. La mécanique quantique, il nous reste beaucoup de temps parce qu'aujourd'hui, la téléportation, on arrive aujourd'hui à téléporter un photon. La téléportation, on arrive à faire de la téléportation. C'est-à-dire un photon est là et on peut le téléporter à un autre endroit, d'accord, sans utiliser quelque chose pour le porter d'un endroit à un autre, téléportation. Et ça peut-être, c'est pour ça que j'ai dit le Coran est quelque chose qui est fondamentalement quantique, en tant que, parce que Sarra ou Mi'raj, quand Dieu, quand le prophète, hein, était dans deux endroits différents, hein, au même moment, c'est de la superposition des états. Il pouvait être à la Mecque et en même temps, il pouvait être au Masjid al-Aqsa. Hein? Sarra ou Mi'raj. Et donc, ça veut dire que c'est pas pour nous, quand on lit le Coran, on dit ça c'est quoi, c'est un miracle. Non, c'est pas un miracle, c'est de la science. C'est de l'intrication quantique. Mais bon,
Mais Dieu avait cette possibilité de faire ça. Nous, peut-être un jour, nous pouvons faire de la téléportation quantique et que cette âme, mais dans la téléportation quantique d'un être humain, il y a quelque chose de fondamental quand même, que nous n'oublions pas. Ce n'est pas un objet inerte. On peut déplacer un objet inerte, le téléporter. Mais un corps humain, c'est de la biologie. C'est de l'organique. Hein? C'est des cellules. D'accord? Comment elles peuvent être réorganisées par la suite quand on va les téléporter? Et c'est le fameux film que peut-être vous avez vu, La Mouche. Hein? D'accord? Quand on a voulu faire. Et donc, une mouche qui est rentrée dans la cabine de téléportation, l'homme qui est ressorti de l'autre côté dans un autre endroit était mi-mouche, mi-humain. Hein? D'accord? Donc, voilà un peu peut-être la téléportation sera, hein, sera. Alors, quelqu'un me dit, Dieu existe-t-il en mécanique quantique? Comment la mécanique quantique définit-elle Dieu? Ah là, écoutez, personne ne peut définir Dieu, c'est quoi? Hein? D'accord. D'ailleurs, si je peux... Tout ce que je peux dire, c'est que nous vivons dans un monde matériel, temporel, d'accord, et spatial. Nous avons trois choses fondamentales, l'espace, le temps et l'énergie, la matière. Nous sommes dans un univers temporel, spatial et matériel. Si quelque chose qui a créé ce monde, qui est temporel, qui est spatial et qui est matériel, d'accord, elle ne peut être que atemporelle, le temps n'a pas de sens pour lui, Oui. non spatial, c'est-à-dire l'espace n'a pas de sens, et la matière n'a pas de sens, c'est-à-dire immatérielle, atemporelle et aspatiale. Donc je dirais que Dieu est atemporel, le temps n'existe pas, l'espace n'existe pas et la matière n'existe pas. Donc Dieu, c'est tout à fait le contraire de nous. Pas de temps, pas d'espace, pas de matière. Voilà comment je le définis, moi. Maintenant, chacun peut le définir à sa façon. Je pourrais rajouter que si la science ne peut être que l'étude de la partie, quelle que soit l'étendue de l'étude de la science. Et écoutez, moi, je me fie à un verset coranique. Ouais. Ya bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya mahshar al-jinni wal-ins. إن استطعتم أن تنفذوا في أقطار السماوات والأرض فانفذوا ولا تنفذون إلا بسلطان. Dieu nous demande de chercher la vérité. Mais parfois, il y a des limites qu'il ne faut pas outrepasser. Mais il nous dit de chercher la vérité. Il nous invite. Il nous invite à chercher de la vérité. C'est pour ça que c'est fondamental. Mais pour nous, il y a quand même des limites qu'il ne faut pas dépasser par rapport à cela. Donc, c'est tout à fait normal. Parce que pourquoi? Parce que parfois, vous savez, parce que beaucoup attribuent, parce que vous avez deux tendances dans la mécanique quantique. Vous avez ceux qui voient la mécanique quantique comme quelque chose qui est beaucoup plus probabilistique, c'est-à-dire qui a fait que Dieu n'existe pas, d'accord? Et c'est le cas de Stephen Hawking, d'accord, qui dit que l'univers a été créé par un bit quantique. Et puis ceux qui croient au Big Bang, c'est-à-dire que la création de l'univers, d'accord, par un être créateur, d'accord. Mais comme paradoxe que je vous demande de réfléchir, d'accord, est-ce que les lois de la physique qui régissent cet univers étaient là avant la création de l'univers, ou est-ce qu'elles sont apparues après la création de l'univers? Ça, c'est la question auquel vous devez réfléchir. Parce que l'univers change et en perpétuel changement. Alors que les lois de la physique sont immuables, elles ne changent pas avec le temps. Comment se fait-il qu'un univers qui est régi par des lois
et que ces lois ne changent pas, mais que lui change. Paradoxe. C'est une question à 1 million de dollars. Bon, invite à réfléchir, mais bon, on parlera de ça peut-être un autre jour. Là, on programme une autre conférence, pas ce lundi. Bah, sur cela, oui, peut-être, ouais. La deuxième ça va être une partie, longue plutôt. série alors. Ouais. Ça va être une longue série de Ah, vidéoconférences. bah, Inch'Allah. Inch'Allah, pourquoi pas? Voilà. Vous êtes toujours le bienvenu sur vidéoconférence Ok. Dr. Ilyes. Inch'Allah. Toujours. Merci C'est un beaucoup. plaisir et Je un bonheur de rappelle, vous professeur. Merci. Inch'Allah. merci beaucoup, Maha. Merci beaucoup, professeur Hafid Awraq. Je rappelle qu'on a commencé nos partages en 2019. Je l'avais invité à partager sur physique quantique aux conférences de la Sanmo à Alger. Et je rappelle juste que Linus Pauling et Albert Einstein, se sont liés d'amitié de 1919 à 1939. Donc, j'espère qu'on pourra faire avec professeur Awraq beaucoup de choses d'ici 2039, voilà, et même plus. Voilà. Donc, je rappelle que du 26 au 30 juillet, il y aura les 5 journées de l'approche thérapeutique intégrative à Sétif. Je rappelle juste que le premier jour, on abordera l'accompagnement neuroexistentiel et la libération transgénérationnelle. On abordera que si dans l'expérience de Planck, l'observateur modifie la trajectoire du fond, qu'en ferait-il du regard du praticien quand le thérapeute observe ce patient dans sa décision de guérison? Qu'en serait-il? Voilà, et que quelque part la responsabilité du patient est entière, mais que le praticien est plutôt là pour apporter les outils de compréhension, et que parfois, en changeant son regard, on passe d'un trauma transgénérationnel vers un legs transgénérationnel. Et parfois, que suffit juste de changer de vision pour changer de monde. Et sans oublier que le 30 juillet, la journée où on abordera la posture du thérapeute, la posture en elle-même et les secrets de la consultation intégrative impactante correspondent à ce qui se passe dans les expériences quantiques de Planck. C'est que quelque part, quand on y est, on y est et tout peut basculer. Mais dans l'intrication quantique, il faut être sincèrement dans l'observation, l'un vers l'autre, dans les 2 dimensions. Et donc, en attendant de se retrouver du 26 au 30 juillet à Sétif, on aura l'occasion de retrouver professeur Hafid Awraq, pas ce lundi, mais lundi prochain, avant la rencontre de Sétif. Donc, on sera ravis. Merci beaucoup. Merci, professeur Hafid. Merci, Maha. Merci à tous les participants et je vous remercie. Merci à tous les présents. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, professeur Awraq. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Ouais. Les inscriptions sont en cours pour les journées de Sétif. Contactez-moi en privé pour vous donner les détails. Et sur ce, je rappelle que la décision